Bonjour Fabien Gridel. Bonjour Jérémy. Donc pour démarrer en toute transparence, donc on ne se connaît pas réellement, mais on s'est déjà croisé chez un ami commun, un certain Blue Coquet. Euh, donc voilà, on s'est vu en fin d'année, donc c'est la fois où on a passé une journée ensemble. Donc voilà, c'est pour la transparence. Mais en dehors de ça, on n'est pas, nous ne sommes pas encore amis, nous sommes des connaissances. Donc voilà. On se connaît depuis un petit bout de temps quand même. Et puis Oui, moi j'ai de la famille à Toulouse. Euh, on se connaît un petit peu. Blue Cocker est mon éditeur Voilà, de c'est cœur. de cœur, ami de cœur et tout ce qui va avec Bah oui, cœur. c'est Blue Cocker. Voilà. Donc toi, tu es auteur de jeux, édité, pour l'instant avec trois jeux édités, bientôt un quatrième très prochainement. Et puis, Ou bientôt un sixième, septième, huitième très prochainement même on va dire. oui, il y en a plein déjà qui vont arriver. Mhm. Mais avant d'être auteur, justement, tu as quel parcours, à quel moment tu t'es mis aux jeux de société et comment t'en es arrivé là? Je pense un petit peu, comme tout le monde, il y avait des jeux de société, dans ma famille, très classiques, quand j'étais jeune. J'ai une grande sœur avec qui je jouais régulièrement. Mais en fait, ma passion première, c'est pas du tout le jeu de société, hein, c'est le jeu vidéo. Moi, j'étais extrêmement fan, ça s'appelle de jeux vidéo et je le suis toujours, hein. Je passe, ma vie totale à jouer aux jeux vidéo, bien plus qu'aux jeux de société. Je trouve qu'il y a dans tous les cas beaucoup plus de création, côté jeux vidéo que côté jeux de société. Enfin, c'est sans commune mesure. Donc j'ai eu une Nintendo NES quand j'étais jeune et je pense que au bout de 2 jours, je pouvais plus jouer parce que mes doigts étaient tout boursouflés. La manette était un petit peu trop dure pour ma tendre peau. Et puis ensuite, après les jeux vidéo, beaucoup de jeux de rôle. J'ai intégré un club de jeux de rôle quand j'ai eu 12-13 ans. Un ami à moi, participait et donc à cette époque-là, moi j'habitais dans un petit village, donc il fallait que mes parents m'emmènent, les dimanches, aller jouer, tout ça, tout ça. Et puis, progressivement vers mes 14 ans, le club a drifté vers un club de Magic. Voilà et donc moi j'ai découvert Magic, je devais être en cinquième ou quatrième, je sais plus bien, je saurais plus dire, un été entre ces 2 là et du coup, bah, tout le club de jeux de rôle a drifté, côté Magic the Gathering. Ouh, Ouais, ouh. ouais, 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 ouais. Toujours à fond jeux vidéo quand même durant cette période et Magic the Gathering et puis ensuite, fin des années 90, début des années 2000, je vis à Paris et je rencontre, plein de gens autour de moi, qui sont fans de jeux de société modernes, ce qui à l'époque était relativement rare et la plupart d'entre eux sont devenus des professionnels du secteur. Donc c'est assez étonnant parce que la plupart je les ai rencontrés, avant qu'ils soient, éditeurs, directeurs de studio, directeurs artistiques, directeurs de collection et ainsi de suite. Je les connais de leur précédente vie pour une partie d'entre eux et du coup, moi de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Bah, je jouais énormément à ce moment-là, beaucoup plus aux jeux de société. C'était une période assez faste, le début des années 2000. On n'était pas nombreux à aller à Essen, on n'était pas nombreux à acheter nos jeux en allemand, on n'était pas nombreux, à faire tout ça, alors que bon, bah, maintenant c'est devenu presque, un loisir assez commun, le jeu de société. Enfin, c'est quand même très largement démocratisé ces 25 dernières années. Hem, j'ai fait un petit site web qui s'appelait Ludagora, dans lequel on pouvait jouer à des jeux en tour par tour. Donc, pour ceux qui évidemment ne peuvent pas connaître, bah, c'était comme BGA mais en pas bien. Voilà, on va le dire comme ça, comme BGA mais pas bien, avec les technos de l'époque. Un peu Mais comme la bon, au moins boîte ils à avaient jeux aussi. oui, bah, il y a eu Boîte à jeux, bah, qui faisait ça d'ailleurs un petit peu mieux que nous, de mon avis. Ils avaient un peu plus, déjà ils avaient un plus grand catalogue. Nous on avait 5-6 jeux. On avait, Medina de Stéphane Dora, on avait Samouraï de Knizia, on avait Le Lièvre et la Tortue, on avait 7 de Marche à Falco, enfin on avait quelques titres. Je crois que la Boîte à jeux en avait beaucoup, beaucoup plus, parce qu'ils ont poursuivi beaucoup plus longtemps que nous. Et voilà, puis après j'ai fait quoi? J'ai un petit peu écrit dans des jeux sur un plateau. C'était un magazine mensuel, qui paraissait en kiosque et spécialisé dans les jeux de société. Donc j'ai pas mal écrit pour eux pendant pas mal d'années. Je saurais pas dire, peut-être 2, 3 ans, 4 ans, je sais même plus Ouais, trop en dire la vérité. c'est un magazine qui a duré ouais, presque un peu plus de 8 ans, je crois, Ouais, qui est bah, pour ouais, j'ai moi beaucoup un... écrit moi j'ai beaucoup écrit sur le début du magazine et beaucoup moins Ok. sur la fin. J'étais moins sollicité. Et puis après, un peu moins jeux de société, par la force des choses, la famille qui a grandi, tout ça, tout ça. Et puis surtout toujours aux jeux vidéo à fond, hein, ça la passion n'a jamais perduré et puis seulement très récemment, ces dernières années, un petit tour par la création ludique. Très bien, très bien. Oui, on parlait de jeux vidéo. Et effectivement, là, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais
Steam, qui est donc la plateforme de jeux vidéo sur PC la plus, on va dire, la plus populaire, a publié ses chiffres de l'année dernière. Et donc l'année dernière, c'est presque 14 000 jeux euh, qui sont sortis. Donc voilà, on est sans commune mesure, comme tu le disais, avec la création jeu de plateau. Oui, et puis surtout, ce qui est beaucoup plus impressionnant dans le jeu vidéo que dans le jeu de société, dans le jeu vidéo, on a encore des artisans qui font seuls leur jeu, alors qu'un jeu de société, les gens qui font le jeu, qui s'auto-éditent, qui s'auto-distribuent, qui machin et tout, il y en a toujours, mais c'est quand même pas eux qui représentent. Alors que dans le jeu vidéo, c'est comme ça existe encore beaucoup, des gens qui tout seuls programment un truc dans leur coin pendant des années et finissent par le publier et en vendre modestement 300 exemplaires pour 5 ans de travail. Ils sont dégoûtés. Et Ou, puis pour ou certains d'autres, plus. c'est des immenses succès. Et surtout, il y a dans le jeu vidéo, pour ces gens qui sont tout seuls, ils ont une création qui est d'une liberté absolument folle, totale, puisqu'ils n'ont pas le filtre éditorial. Heu, bah, voilà, quand on veut se faire éditer un jeu de société, la première chose, c'est quand même après la création, c'est quand même de convaincre un éditeur. Et bah, les éditeurs, ils ont des cahiers des charges qui sont souvent, clairement définis, des lignes éditoriales qui sont clairement définies et dans lequel nos jeux ne rentrent pas forcément. Oui, il y a des. Je pensais à Stardew Valley dans les exemples de gros Oui. succès de quelqu'un qui a bossé tout seul et qui a lancé quasiment un genre maintenant à Mmh, part entière. Je crois qu'il y a des dizaines, ce qu'on appelle des cozy games. Il y en a des mmh, dizaines qui sortent par mois et je suis un peu friand de ça, donc j'avoue que. Euh, c'est vrai, ouais. oui, il y a aussi une autre distinction. Tu parlais du fait qu'il y a besoin d'un éditeur parce qu'il y a du matériel. Je pense que c'est ça un peu la contrainte. Il y a une contrainte économique beaucoup plus forte dans le jeu de plateau. Il y a aussi une autre chose, c'est que dans le jeu vidéo, il y a pas la contrainte financière forcément. Il y a des fois juste la passion. Ce qu'on a très peu dans le jeu de plateau. Il y a très peu de jeux qui existent sans être passés par le filtre. Il faut que ça se vende et il faut un minimum que je perde pas d'argent. Est-ce que tu Oui, oui, penses? bon, dans le jeu de société, il y a quand même ça s'appelle des initiatives de print and play, il y a des initiatives de jeux vendus uniquement par PDF et ainsi de suite, mais c'est anecdotique. Autre chose, donc tu parlais de jeux sur un plateau. Qui date d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, qui était pour moi, alors, c'était un magazine que j'ai adoré, notamment, je me souviens, tu avais fait, je crois, avec d'autres, un rapport des scènes, tu avais raconté, euh, c'est à l'époque, moi je suis jamais allé à Essen, donc ça fait partie des fantasmes, tu sais, de suivre ceux qui y vont. Je pense que c'était encore l'époque où on pouvait pas trop comparer ça à un supermarché grandeur nature. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus devenu juste un supermarché où les gens y C'est vont. c'est un supermarché, mais même Essen a connu une évolution, fantastique, depuis 20 ans. Il y a 2 grandes différences. La première différence, c'est qu'au début, il y avait très peu d'étrangers à Essen et donc on n'était pas nombreux, de Français, de tout ça, à y s'y déplacer. Et la deuxième différence, c'est que à mesure que Essen a pris de l'ampleur à l'international, on a vu plein de nationalités et d'éditeurs internationaux, venir sur le marché. Donc, les Italiens, les Polonais, les Asiatiques et ainsi de suite, qui avant ne venaient pas du tout à Essen. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un développement, qui s'est fait au long des 2 dernières décennies. Donc, oui, oui, même Essen, on pourrait en faire un truc assez incroyable et j'imagine que si on lisait mon retour d'Essen, des années, je sais pas 2003, 2004, Ouais, c'est ça. 2005, ben, à mon avis, on serait surpris, de ce que j'y ai écrit par rapport à ce que c'est devenu. Oui, parce qu'à l'époque, tu y allais surtout quand même en tant que passionné, quoi, en tant que joueur. Oui, il y avait une immense différence, de prix entre les jeux en France et en Allemagne. Bah, parce que déjà en France, on n'avait pas un marché conséquent comme le nôtre, c'était pas un marché moteur, comme l'est à l'heure actuelle le marché français. Le marché donc les jeux qui étaient vendus en France, bah, ils étaient importés d'Allemagne, donc bah, il y avait un intermédiaire supplémentaire, hein, faut pas être, voilà. Donc il y avait évidemment quelques succès qui avaient été traduits, évidemment, enfin voilà, c'est pas la question, mais le gros du marché n'étant pas traduit, en les achetant directement d'Allemagne et directement sur les salons avec des prix salons, bah forcément, c'était en plus extrêmement rentable d'acheter les jeux là-bas. Il y avait un marché de l'occasion qu'on trouvait également, il y avait pas mal de brokers d'occasion qui étaient là en Allemagne. Donc on s'imagine, hein, le gars il arrive avec 3, 4, 5 000 boîtes qu'il pose sur son stand, et puis à toi de fouiller pour trouver des super perles ludiques. Ça fait vraiment chasse au trésor, quoi, une époque Essen. Oui, puis il y a un côté aussi, ce qu'on a peut-être moins la vision en France, mais là-bas, de ce qu'on m'a raconté une fois de plus, c'est le côté où même un jeu qui a le spiel, qui a le
le prix ludique le plus populaire au monde, ou le plus connu. Le lendemain, il se retrouve même dans un bar tabac, dans n'importe où. C'est vraiment le jeu est achetable ou est Oui, visible un alors peu ça, partout, quoi. je connais pas suffisamment bien l'Allemagne et le marché allemand et surtout comment il a évolué de son côté. Je pense qu'il y en a d'autres qui seront mieux placés que moi pour le dire. Mais il y avait aussi sur le salon d'Essen quelques distributeurs allemands qui utilisaient le salon d'Essen pour vider leur stock. Donc on avait vraiment des absolues aberrations tarifaires, bah, des jeux qui étaient juste de l'an passé, qui n'avaient pas rencontré leur public et qui étaient bradés à quelques euros. Tu veux dire Alors qu'on quand je dis avait bradés vente, à quelques euros, pardon? tu veux dire qu'on avait vente privée avant vente privée? Et bah, oui, oui, alors, ça, c'est encore un petit peu vrai, mais c'est l'est tellement beaucoup moins, c'est tellement moins prononcé, enfin, c'est ça n'a pas grand chose à voir. Ok, on parlait de jeux sur un plateau. Tu as fait un peu de critique, un peu de quand tu étais pigiste, un peu de critique de jeu, de choses Alors comme ça. avant ça, j'étais un affreux connard, bah, je le suis toujours, j'essaie juste de moins le montrer. Non, bah, bon, bah, On a voilà. vu tes jeux, on sait. Heu Ouais, bah, c'est pas un problème. La communauté se réunissait au début sur Ankou. Ankou, c'était donc un site web tenu par quelqu'un qui s'appelait Sean McLean et du coup, il y avait un forum qui et tous les professionnels du secteur, enfin beaucoup de professionnels du secteur écrivaient dessus et beaucoup même de vieux de la vieille, qui sont encore maintenant dans le milieu, étaient déjà là à cette époque-là, hein. Il y a pas de il y a c'est un peu toujours les mêmes. Et puis, sur Ankou, il y avait déjà des fiches de jeu, on pouvait déjà laisser des avis, mais par contre, ils étaient modérés les avis. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient, validés par quelqu'un qui les lisait et cetera et cetera. Et quand Trick Track, s'est monté et a pris de l'ampleur, j'appréciais plutôt la liberté de ton, qu'avait Fall et sur Trick Track et puis il y avait pas de modération, a priori. Il pouvait y avoir des modérations a posteriori, mais pas a priori. Et du coup, j'ai dû poster peut-être 4 ou 500 avis, sur Trick Track. J'ai dû écrire un nombre d'horreurs absolument hallucinantes, des polémiques, sans nom, sur le forum de Trick Track. Je Ok. je suis assez blindé à la polémique. Ok. Et donc, du coup, ouais, c'était pour rebondir un peu sur le côté, quel est ton rapport, avant qu'on attaque après les jeux, le game design, etc. Mais quel était ton rapport et quel est ton rapport actuellement en tant qu'auteur euh, par rapport aux critiques qui peuvent être faites? Est-ce que, d'après toi, les médias ludiques, enfin, je sais pas, comment tu perçois ça? Il y a plein de trucs dont on pourrait parler. Tout d'abord, tu verras jamais un auteur de jeu s'offusquer que quelqu'un n'aime pas son jeu. J'ai tendance à dire, ça fait partie du truc, enfin Turing Machine, c'est quand même un jeu qui est tellement névrosé pour plein de gens, pour lequel ça marche tellement pas que bah, tu sais, même sur le salon, sur les festivals ou même autour de moi, il y avait déjà plein de gens qui disaient mais non, c'est pas possible, c'est affreux, c'est pas un jeu, on s'amuse pas, on est tout seul, enfin, on s'en fiche quoi. Donc, et je pense que les auteurs sont absolument blindés contre, on va dire, les goûts. Ouais, quand c'est une opinion de goût, en vérité, je pense que l'intégralité, les auteurs sont blindés. Après évidemment, il y a des choses, qui parfois, font mal. Alors c'est pas tellement la mauvaise foi parce que de souvent moi ça m'amuse la mauvaise foi, j'avais écrit, dans un article, publié sur Facebook, là récemment, une nana qui s'appelle, Hunt Margaria qui sous le pseudo Untitled avait écrit un article dans Canard PC numéro 11, sur Path of Civilization et c'était tellement trop que, en fait, normalement, on n'en parle jamais des trucs négatifs, tu vois? Ça se fait pas presque dans le milieu. Mais là, c'était tellement abusé! Enfin, c'est et du coup, je conseille à tout le monde de l'acheter et d'aller voir parce que c'était presque drôle. Elle parle de son lave-vaisselle et tout, enfin, c'est absolument ahurissant. Donc, à la fois, ça fait réagir et ça fait piquer, à la fois, voilà. Le 2e truc qu'on pourrait dire, c'est que, heu, l'essentiel de la critique et de la prescription, en dehors des boutiques, se fait globalement sur internet et la plupart des médias sociaux sont d'une génération qui est un peu plus jeune que nous, Jérémy et moi, parce que, bah, moi je suis pas un fou d'Instagram, de machin et tout et la plupart des gens qui à l'heure actuelle, sont très influents sur Instagram sont des gens de la génération qui est pas vraiment la nôtre. Donc ils ont souvent et pour beaucoup un bagage ludique un peu moins important. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas, c'est juste, un avis, voilà, que je livre comme ça, je sais pas ce que t'en penses toi, je suis choqué enfin choqué, étonné on va dire, que parfois même les grands classiques ne sont pas connus, quoi.
Et quand je parle de grands classiques, on parle de jeux qui ont été, top 1 du BGG pendant, des fois plusieurs mois ou années et on entend, des gens, qui ont un avis extrêmement assuré sur les jeux, qui ne les y ont jamais joués ou même pas entendu parler. Ou si entendu parler, ils savent que ça existe, mais ils savent pas vraiment. C'est assez étonnant. Oui, oui, la C'est culture un peu ludique. c'est un peu comment dire, c'est comme si dans un autre média culturel, je sais pas, prenons, la littérature ou le cinéma, la personne qui allait écrire, dans Libération, dans les cahiers du cinéma, avait effectivement vu tous les films de l'année, mais avait pas vu, tu vois, tous les grands classiques du cinéma. Ça paraîtrait un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire? Et je pourrais faire la même chose dans littérature. C'est un peu étonnant. Maintenant, c'est le jeu, c'est comme ça, il y a pas grand chose à y faire. Oui, oui, ça fait partie de la culture ludique et forcément, il y a, je pense, des incontournables, comme pour le cinéma ou pour la littérature, il y a des films Ouais. qui sont incontournables, même s'ils ont pris un coup de vieux parfois, pour comprendre ce qu'a été Mmh. le cinéma ou ce qu'est Ouais, bien sûr. le langage cinématographique. Et c'est pareil pour les jeux, hein. Il y a un langage aussi qui s'est créé au fil des ans. Tu n'as pas la même vision sur, l'exceptionnel Acropolis de Jules Messot si tu ne connais pas Talouva, de Marcel-André Cassel-Merclé, si tu sais pas tout ce que Marcel-André Cassel-Merclé il a fait et tu as pas la même vision de Talouva si tu connais pas Java de Kramer et tu pourrais remonter comme ça Mmh. et malheureusement ou heureusement, enfin je sais pas, la ceux qui s'expriment à l'heure actuelle et qui sont le plus à l'aise parce qu'ils maîtrisent parfaitement les médias sociaux et qui sont influenceurs ne sont pas ceux qui ont la plus grande culture ludique. Non, non. Est-ce que, en termes justement de médias, alors je rebondis juste sur ce que tu disais sur les âges entre guillemets de chaque média social. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un rapport qui a été fait là-dessus, où effectivement on a un vrai clivage entre Facebook qui est plutôt âgé, entre guillemets. Quadra, nous, Voilà, c'est ça. Ankara. Euh, Instagram un peu plus jeune, TikTok beaucoup plus jeune, et entre les deux, on va dire que YouTube est la seule plateforme avec qui représente un peu tout le monde pour l'instant, qui est un peu l'exception. Donc effectivement, on va retrouver forcément un peu ça. Euh, c'est un peu dommage d'un côté, ou pas du tout pour toi, qui est un peu ce clivage qui est en train de se créer J'ai de... j'ai pas vraiment d'avis. Je me suis formé, très récemment, ça s'appelle Instagram, parce que je me suis dit: «Tiens, je passe sûrement à côté de quelque chose, je comprends pas pourquoi c'est bien» et voilà et tout. J'étais un utilisateur, de Facebook. Je n'ai jamais compris Twitter, par exemple. Moi, ça me paraît juste impossible. Je sais pas, c'est un non-sens. Enfin, de mon point de vue, il y en a plein de gens qui vont trouver ça fantastique, génial et tout et enfin, tant mieux pour eux. Mais à l'idée même qu'à une époque, il fallait pouvoir exprimer une idée en si peu de caractères. Moi, je suis plutôt adepte, du wall of text, donc forcément, je Oui, oui. pour moins passer pour un connard, j'exprime des sentiments et mon rapport aux choses et je sais pas le faire en 240 signes. Oui, en témoigne Alors tes je longs sais que c'est posts plus le cas sur maintenant, Facebook, ouais. mais Oui, oui, bah pardon? oui. En témoigne tes longs posts sur Facebook, Oui? par Ouais, exemple. ouais, ouais. Donc oui, mais je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu penses justement que c'est possible alors, on met de côté la culture ludique qui est propre à chacun, mais est-ce que c'est possible d'arriver à parler d'un jeu comme on peut le faire pour un film ou autre, parfois, avec en développant un propos, une pensée, ou comme tu disais, une Bien sûr, chronologie parfois. Est-ce bien que tu sûr. trouves que ça se retrouve actuellement dans le paysage que toi tu connais des médias Non, ludiques? ça se retrouve assez peu dans le paysage, mais à la limite, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Mais oui, oui, normalement, enfin, imaginons qu'on ait un équivalent, je sais pas, des cahiers du cinéma, pour le jeu de société. On pourrait imaginer que ceux qui s'y expriment, soient des gens qui aient une culture ludique extrêmement étendue. Bah, donc il y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire, tu vois? Pour l'instant, ce ne sont pas les gens les plus populaires sur les réseaux sociaux. C'est Non, là était ma seule constatation. non, non, mais en même temps, si on prend ce qui est populaire, même en termes de jeux ou de produits culturels au sens large, c'est pas Mmh. forcément toujours les choses les plus pertinentes ou ça échappe ça échappe des fois Oui, ouais. à la réflexion. Avant d'aborder le RIP, euh, je pensais, tu as parlé que tu as été dans la folie Magic. Ah bah Que oui, non mais moi je suis un fou, Moi j'ai découvert ça, je me souviens, un ami qui s'appelle Michael, que je salue, je pense pas qu'il me suive sur les réseaux, mais si jamais il voit ce message, qui me fait découvrir, chez lui un après-midi, on est adolescent, Magic. La semaine suivante, nous c'est pendant les vacances, donc je crois que c'est ses parents qui travaillent à Paris. Ils nous emmènent à Paris parce que pour trouver des cartes, moi j'habitais dans un petit village, mais évidemment il n'y en avait pas, hein, faut pas voilà donc on se retrouve à l'Oeuf Cube à Paris, à Jussieu. On achète des cartes comme si c'était de
la drogue. Et à partir de ce moment-là, la plupart de mes mercredis ou samedis, dès que je pouvais, je prenais le train de banlieue pour aller à Paris et pour aller échanger mes cartes et faire des machins. Enfin, c'était la folie, la folie. Je suis un peu retombé dedans, tu sais, quand il y a eu la version online très réussie, là, Magic Arena. Et puis j'ai farmé comme un fou jusqu'à arriver en haut du classement, parce que je sais faire que ça, ça m'obsède littéralement. Donc, Ouais, t'es joueur physique ou digital? bah, j'étais joueur digital à l'époque parce qu'il y avait que le digital. Et puis, enfin non, il y avait que Que le physique, pardon. physique, ouais. J'ai dit l'un, j'ai dit, pardon, j'ai dit l'un en pensant l'autre. Donc j'étais joueur uniquement physique. Alors j'ai joué à pas mal de TCG, hein. J'ai joué après à L5R, j'ai joué à plein d'autres trucs comme ça. Un petit peu à Netrunner, enfin bon, bref. Mais là, récemment, évidemment, quand il y a eu la folie Hearthstone, je suis tombé dans la folie Hearthstone absolument comme tout le monde. J'ai passé mes milliers d'heures sur Hearthstone. Et puis après, il y a eu Magic Arena. J'ai passé peut-être un an à jouer à Magic Arena. Ouais. Marvel Voilà. Snap, t'as tombé dedans ou pas du tout? Non, 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 j'ai jamais trop compris quel était le truc de Marvel Snap. J'ai pas mal de gens autour de moi qui jouent de façon effrénée, même y compris au bureau, dans les toilettes, tout le temps. Mais je suis pas tombé. J'ai pas succombé à Marvel Snap. Et bah, justement, je voulais rebondir là-dessus parce que, bon, il y a eu cette année, on peut quasiment dire, alors pour toi, c'est l'année PAF, c'est la sortie de ton jeu, mais pour l'ensemble du secteur, j'ai l'impression, de loin comme ça, en tant que passionné, que c'est l'Orcana qui a un peu marqué l'année avec cette Oh bah sortie. c'est non mais même pour moi, hein, enfin enfin, j'y suis allé sans trop être dans quelque chose. Moi, je suis fan de Flesh and Blood, donc j'avais joué à Flesh and Blood, de façon éhontée et trop nombreuse, juste avant. Il y a une version en ligne de Flesh and Blood, donc tu imagines, voilà, j'ai passé un été à faire que ça. Et puis l'été suivant sort l'Orcana. J'y vais un petit peu par reculons, mais ouais, sans rien y attendre. Et en fait, c'était vraiment très bien, c'était vraiment très réussi. Évidemment beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais qu'importe. C'est un jeu de board, il y a plusieurs catégories dans les TCG, il y a des TCG qui sont sur le tempo, il y a des TCG qui sont, comme Flesh and Blood, il y en a d'autres qui sont sur le board, c'est le cas de Magic, c'est le cas d'Hearthstone, c'est le cas aussi de l'Orcana. Et du coup on se dit: «Bon bah mince, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau?» Et en vérité, il apporte pas grand-chose de nouveau, mais il fait juste tout très bien, de façon très fluide et très rapide et très accessible. C'est un compromis, presque idéal. Ouais, ouais. Dans ce que j'ai vu un peu des chiffres du secteur, on parle que c'est le TCG au sens large, hein, c'est-à-dire Pokémon inclus, Mmh. qui tire un peu les chiffres vers le haut. Et on parle d'une année 2024 placée sous le TCG. Ça, c'est quelque chose qui... Mais Oui, bah, vas-y. il y a Alterod, enfin genre, moi j'ai rencontré Régis il y a extrêmement longtemps parce que, il avait posté, sur un print and play, on en parlait tout à l'heure, il y a très longtemps sur la sphère ludique, qui a plus tard été édité sous le nom d'Himalaya. Et puis, c'était mon exemplaire qui avait servi pour un Trick Track d'or, et enfin voilà, enfin plein de trucs comme ça. Et puis on connaît le destin de Régis, il a fondé, Libellude, il y a eu un succès phénoménal, avec Dixit et ainsi de suite, jusqu'à la revente. Et alors qu'il aurait pu, tranquillement se reposer, il fait un all-in sur Altered, son futur TCG, qui est en Kickstarter à la fin du mois et pour lequel je suis extrêmement hypé. Alors je suis pas, alors c'est pas une hype en mode les mécaniques sont incroyables, machin et tout. Je ne doute absolument pas que ça sera extrêmement bien quand on s'investit autant dans quelque chose, ça ne peut être que très bien. Il s'est entouré de professionnels, enfin c'est même pas la question. Mais je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans le jeu de société, et je le pense vraiment. C'est un milieu qui innove pas beaucoup. On fait plein d'ajustements, plein de machins, plein de trucs, mais en vérité, il y a très peu d'innovation. Et comparativement aux jeux vidéo, il y en a très peu. Et alors, Altered a choisi des voies qui pourraient révolutionner le TCG. En tout cas, dans ce qu'il propose, on peut citer par exemple le print on demand. Quand tu te fais voler tes cartes, tu possèdes tes cartes d'un point de vue digital, tu peux dire: «Allez, réimprimez-la moi et envoyez-la moi». Pour un prix, je crois qu'ils ont annoncé de 1 $. Enfin, Ouais, truc. mais en fait, il y a tellement de trucs qui paraissent incroyables, donc on peut se prêter les cartes, de façon digitale, de manière à ce que tu puisses toi aussi les avoir. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc qui est nouveau dans le TCG. Ils font des cartes qui sont uniques. Keyforge avait instauré le deck unique avec de mon point de vue, un demi-succès. Moi, j'avais pas été extrêmement emballé par Ouais. Keyforge. Et Alterod a choisi encore une autre voie de créer des cartes totalement uniques. Il m'a semblé que j'ai lu, je crois, que le taux de drop était une carte totalement unique au monde, avec un toutes les 4 boosters, je crois.
Il me semble avoir vu un truc comme ça, peut-être le 8 booster, il faudra aller regarder les chiffres, mais enfin bon, il y a un taux de drop annoncé. Et cette carte-là, elle est vraiment que unique. Il y a que toi qui tu pourras pas net decker le deck de quelqu'un puisque ben il pourra avoir des uniques que tu n'auras jamais. Et c'est voilà, c'est pas possible. Euh, Enfin, en fait, il y a pour le coup, alors là, je trouve qu'il y a une innovation et qu'elle devrait être saluée. Je vais évidemment lui donner tout mon argent l'ouverture de Kickstarter le 31 janvier. Je fais la pub de Régis. C'est une pub désintéressée, je n'y gagne rien. Oui, non, mais c'est vrai que pour le coup, Libellude, en termes d'innovation sur plein de leurs jeux, aussi bien d'innovation mécanique et ludique, mais aussi de matériel, hein, le dé Hmm. avec des faces Ouais. enfin Bah, voilà, c'était un jeu de Régis. C'était également un oui, jeu de bien sûr, Régis. Hein, c'est c'était c'est très bien. édité par lui, fait par lui. Et moi, le T-Red, le concept qui me semble... alors, je ne sais pas ce que ça pourra donner, mais quand je regarde comment fonctionne le marché des jeux de cartes à collectionner actuellement, et de ce que j'en vois, moi, une fois de plus, je suis pas pratiquant, je suis plus pratiquant. J'ai été, mais j'ai perdu mon permis de conduire. Je suis piéton depuis 25 ans, parce que tout mon argent du permis de conduire est parti dans putain de Magic, donc Voilà. donc voilà. Et de ce que j'en constate, c'est que il y a très peu de chaînes maintenant dans tous les médias, en médias généralistes, mais aussi sur YouTube, qui est plutôt la partie que je connais le plus. Quand ils parlent du TCG, maintenant, c'est uniquement sous le prisme de la collectionnite aiguë, du scalping ou de ce genre de choses, c'est-à-dire de la valeur monétaire, de la... Non, non, je sais pas. Moi, enfin, en tout cas pour le TCG, j'ai pratiqué. Donc, j'ai pratiqué plutôt les principaux hein, ces dernières années. On va dire Hearthstone, Magic, Flesh and Blood. Il y a énormément de coverage de tournois, de parties en ligne, de machin et tout. Enfin, non, 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 c'est assez. Il n'y a pas que la partie, on va dire, économique et collectionniste. Après, moi, je m'intéresse assez peu à l'économie des TCG. Quand je dis assez peu, c'est en vrai, je m'en fous complètement. Non, mais c'est vrai, ça m'intéresse pas. Il y a que le jeu qui m'intéresse, moi. Donc, Oui, oui. et je pense que c'est un peu pour ça que la promesse Altered me séduit. Parce qu'il dit, c'est pas le bout de carton qui a de la valeur, on s'en fout du bout de carton. Si du bout de Oui, carton, tu c'est un l'imprimes, vrai contre-pied au Oui, marché actuel, quoi. voilà. Ok. Dans la suite de cette interview, Fabien Gridel nous parle de ses différents jeux comme RIP, Turing Machine, Path of Civilization et Chronologique, ainsi que de divers aspects de game design, de charge cognitive ou encore même d'intelligence artificielle. L'intégralité de cette interview d'une durée d'1h50 est disponible aux abonnés du compte Patreon de la chaîne. Le lien est dans la description. Punchboard est un média 100% indépendant qui ne peut exister sans votre aide. Et merci encore pour votre soutien. À bientôt.